Et vous faites bien de nous suivre sur nos antennes. Des efforts diplomatiques pour la paix dans l'Est, marqués notamment par la signature d'accords de paix de Washington le 4 décembre dernier, avec notamment des défis évoqués par les membres du gouvernement et le président de la République dans son adresse à la nation. Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Serge Mazang. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Monsieur Billy. Voilà, je précise, vous êtes acteur politique et nous abordons la question des accords de paix signés récemment à Washington. C'est dans un contexte d'un processus de paix. Également à Doha, vous avez ces efforts diplomatiques qui sont fournis par les autorités qui ont évoqué également les défis d'avoir un cessez-le-feu immédiat. Comment d'abord saluez-vous cette signature d'accord de paix récemment, le 4 décembre dernier à Washington? Il faut noter qu'il faut voir cela dans l'ensemble, parce que l'accord de paix qui a été signé, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui a été entrepris par le chef de l'État depuis un bon bout de temps, depuis le début de la guerre, pour essayer de montrer justement le vrai visage de la guerre, montrer ce que les affres de la guerre étaient en train de causer en République démocratique du Congo aux yeux de la communauté internationale, et amener justement la communauté internationale à s'impliquer justement dans cette guerre, en fait. C'est ce qui nous a amené jusqu'à la signature de l'accord de paix, que nous saluons la communauté bien internationale évidemment. qui était accusée du mutisme, le silence entretenu pendant Absolument, près de absolument. 3 décennies. Et maintenant, là, il y a la communauté internationale qui s'est arrivée avec autant des médiations. Vous avez Washington qui assure sa médiation. Et Doha, bien sûr. Également. Est-ce qu'on peut parler encore du mutisme ou du silence de la communauté internationale? Il faut noter que lorsque vous n'informez pas convenablement, lorsque vous ne communiquez pas très bien sur une situation que vous subissez, l'on a du mal à mieux juger. Le Rwanda essayait de se faire passer pour la victime, alors que c'était la République démocratique du Congo qui était la victime. Alors, nos autorités congolaises ont pris le temps de présenter la situation telle qu'elle est sur le terrain. C'est ça qui nous a amené, comme je disais tantôt, oui. C'est tout un processus qui nous amène justement à la signature de l'accord de Washington. Parce que l'accord de Washington est supposé mettre fin à cette guerre en ramenant les deux protagonistes, entre autres le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo, à carrément trouver un terrain d'entente ou un point d'accord qui conviendrait aux deux parties, en fait. Et c'est même dans ce cadre que les membres du gouvernement et même le président, lors de son discours sur l'état de la nation le 8 décembre dernier, il a noté ces défis d'avoir un cessez-le-feu. Autrement dit, comment faire respecter ces accords ou ces accords. Le cessez-le-feu, accord de paix. Le cessez-le-feu oui. devrait normalement être la conséquence de la signature de l'accord de paix. Mais malheureusement, sur le terrain, ce qui se vit, c'est autre chose. L'on apprend que les affrontements s'intensifient. L'on apprend plein de choses de ce qui se passe sur le terrain. Mais le peuple congolais se doit de faire confiance en ses autorités, aux institutions de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que, justement, nous avons un chef de l'État qui, aujourd'hui, prend à bras le corps justement cette guerre. Il se dit non, il faudrait absolument qu'il s'en finisse, que ça ne continue plus. Ça fait 30 ans. Vous imaginez un enfant de 30 ans aujourd'hui, serait-il encore un enfant? Serait-il encore sous tutelle? Non, malheureusement, en fait. Il y a des gens qui sont nés pendant cette guerre et qui n'ont connu que ça, en fait. Il faudrait qu'à un moment, ça s'arrête. Et c'est ça que le chef de l'État essaie de faire. Dans ce contexte, quels peuvent être des efforts supplémentaires pour la communauté internationale de se faire respecter quand il y a signature d'un accord? Aujourd'hui, oui. L'accord a été signé, chose que nous louons fortement. Et maintenant, ce qu'il se doit d'être fait, c'est de ramener le Rwanda à justement respecter cet accord et particulièrement de ramener le M23 qui sent justement le bras armé du Rwanda aujourd'hui à s'impliquer pour que cet accord soit respecté de part et d'autre. Parce qu'aujourd'hui, si on signe avec le Rwanda, c'est parce que le chef de l'État, tel qu'il s'est prononcé, il s'est refusé de discuter
avec justement un substitut. Il préfère discuter avec l'auteur du problème que nous vivons, en fait. Et aujourd'hui, il est très important que le Congolais comprenne la nature de cette guerre, comprenne justement qu'est-ce qui se passe dans notre République, et particulièrement aujourd'hui le Haut-Katanga, parce que nous nous retrouvons avec la guerre pratiquement aux portes du Grand Katanga, en fait. Donc le Katangais devrait aussi comprendre qu'il n'est pas question d'une personne, il n'est pas question de se ranger derrière un courant ou un autre, il est question de la nation. Il est question de justement faire confiance aux personnes à qui on a donné mandat pour la gestion de la République, au fait. Entre autres, la personne que je salue, le gouverneur de province, le gouverneur Haï, Martin Kazembe, qui aujourd'hui représente le chef de l'État dans le Haut-Katanga et prend toutes les mesures nécessaires pour amener justement à ce que dans l'espace du Haut-Katanga, que l'on n'ait pas à subir la situation qui est en train aujourd'hui de se subir au niveau de Ouvira ainsi que les autres provinces qui sont sous occupation. Il est important justement que cette population aussi puisse prendre conscience de cela, en fait. Voilà, au milieu de tous ces défis, revenant aux médiateurs, est-ce qu'il faudrait des mesures contraignantes, coercitives, pour avoir des accords respectés? Parce qu'il y a toute une pluie des réactions au niveau international. Vous avez la France, vous avez l'Union européenne, vous avez même l'ONU qui ont condamné ce non-respect de l'accord de paix. Alors, qu'est-ce qu'il faudra? Je pense que vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Il y a une guerre déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui freine la Russie d'user amplement de sa capacité militaire, au fait? C'est parce qu'il y a des sanctions qui ont été prises au-delà du simple fait de s'indigner de ce qui se passe en Ukraine. Il y a des mesures qui ont été prises qui ont carrément affaibli l'économie de la Russie et les a amenés justement à obtempérer à ce qui leur a été recommandé. Et je pense que dans le cas de la République démocratique du Congo, il serait nécessaire aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, que justement les acteurs qui interviennent pour mettre les deux parties qui sont en guerre à calmer la situation sur le terrain, à appliquer des sanctions, en fait. Voilà, il est nécessaire. Monsieur Serge, vous avez au milieu de toutes ces propositions des solutions. Il y a certains qui préconisaient des efforts diplomatiques et d'autres qui voulaient y ajouter d'autres fronts tels que le front médiatique et d'autres qui préconisaient des efforts militaires. Il y a aussi certains acteurs qui parlaient du dialogue au niveau interne. Vous aviez il y a quelques mois Martin Fayoulou qui évoquait la question du dialogue, et puis c'était le tour du président de la République qui s'est montré favorable à l'option du dialogue sous une certaine condition qu'il avait évoquée. Comment vous trouvez, est-ce que le dialogue peut aujourd'hui apporter quelque chose, vu que c'était évoqué également par le président qui s'était montré favorable sous une certaine condition? Je vais quand même répéter ce qu'a dit le chef de l'État à un moment donné. Oui. Il a toujours été ouvert au dialogue et il a toujours été de ceux qui ont installé le dialogue permanent. Ça veut dire qu'il est très important entre Congolais de dialoguer, mais il est encore aujourd'hui impératif de s'unir derrière le chef de l'État pour l'accompagner, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Mais aujourd'hui, il est encore plus important de faire prendre conscience aux Congolais, au fait. La question, c'est de savoir, vu qu'il y a un processus des Doha, vous avez le gouvernement congolais qui parle avec les rebelles du 1-23 à Doha. Vous avez également les autorités congolaises qui ont signé un accord de paix avec le Rwanda à Washington, sous cette médiation des Donald Trump. Alors, la situation étant là, est-ce que ça nécessite un dialogue au niveau interne? Je considère que le dialogue est permanent. Comme je vous l'ai dit encore, comme l'a dit le chef de l'État, il est important toujours d'avoir le dialogue entre Congolais. Ça, c'est très important et c'est un impératif du vécu. Ça pourrait apporter quoi? Aujourd'hui, il faudrait éviter que l'on retombe dans la cacophonie ancienne,
où chaque dialogue était une occasion simplement de se partager le pouvoir, en fait. Il faudrait cette fois-là que le dialogue soit pour le bien du Congolais. Imaginez-vous aujourd'hui avec la situation économique du Congo. Aujourd'hui, la situation économique est tellement par terre, en fait, à cause justement de cette guerre que nous impose le Rwanda via ses substituts du M23, en fait. Donc aujourd'hui, il est important de prendre conscience. Ce n'est pas le bien-être du Congolais qui sera nécessairement discuté. Ce sera la question du partage de pouvoir. Et je ne pense pas que c'est vraiment utile aujourd'hui que l'on revienne toujours au dialogue. Le dialogue permanent, oui, mais pas un dialogue de manière ponctuelle, parce que justement, certains considèrent que c'est l'opportunité pour eux de s'accaparer du pouvoir, en fait. C'est pas comme ça. Nous avons les élections et nous en aurons en 2028. Ce sera l'occasion de s'accaparer du pouvoir en ce moment-là, par la voie de urne, justement. Voilà, Monsieur Serge Mazingue, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de questions d'actualité. Nous avons écoulé tout notre temps. Un grand sera encore le plaisir de votre prochainement pour aborder d'autres sujets d'actualité. Je précise, vous êtes acteur politique. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Billy. C'est un grand honneur. Merci. Un grand honneur partagé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à la prochaine.